Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, je vais vous parler des bases du streaming en direct. Le direct, c'est quelque chose de très, très organisé dès le départ, même si on a énormément d'aléas. Les fameux aléas du direct, évidemment. Et puis, je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez mieux organiser votre streaming, notamment avec les logiciels OBS. Mais c'est également valable pour d'autres logiciels. Vous verrez là pendant cette session. Alors, tout de suite dans les bases du streaming en direct. Et on va tout de suite plonger dedans. Alors, qu'est-ce que c'est le streaming ? Le streaming en direct, c'est la diffusion en temps réel d'un programme vidéo. Là, moi, j'enregistre dans les conditions du direct. Ce n'est pas du direct, mais c'est dans les conditions du direct. Ça va être diffusé ensuite par après. Ça permet surtout d'utiliser la solution de promotion qu'on peut avoir sur YouTube, qu'on peut avoir sur Facebook, sur Twitch et bien d'autres, d'avoir toute l'interaction. Et en fait, c'est l'interaction qui est vachement importante. Parce que en fait, vous allez créer un échange avec le public qui est vraiment très intéressant et important. Et puis, le streaming en direct, ça peut être n'importe quel contenu. Ça peut être des conférences, ça peut être du gaming, ça peut être de l'animation, du divertissement. Franchement, tout est possible. Il n'y a pas de limitation. L'équipement essentiel, c'est des caméras de qualité, il faut pas se leurrer. C'est un microphone performant, ou au moins bien audible, c'est-à-dire que vous devez avoir quelqu'un qui règle derrière vous ou avec vous votre microphone, aussi bien dans son placement que dans le volume, la qualité audio, pour que ça ne sature pas, pour que vous soyez bien compréhensible dans ce que vous dites. Et puis voilà quoi. Et ensuite, l'éclairage adapté. Sans éclairage, ça marche pas. C'est-à-dire que tout devient pixelisé. Je peux vous montrer là vite fait ce que ça peut donner. Moi, je suis derrière un fond vert, mais sans éclairage adapté, vous voyez, tout pixelise. Bon, moi, j'ai encore un éclairage là sur le bureau qui est un panneau LED, mais il faut un éclairage qui va avec. Pour bien vous éclairer et puis de bien éclairer, on va dire, le décor ou le fond vert en fonction de ce que vous proposez. Et puis dans le streaming en général, pas forcément toujours, on utilise beaucoup d'ordinateurs, que ce soit des ordinateurs qui sont spécialisés, comme des mélangeurs, les gros mélangeurs qu'on peut trouver aussi bien chez Panasonic que chez Sony, chez TriCaster, etc. Tous ces appareils sont des ordinateurs en réalité. Mais vous pouvez aussi avoir votre propre PC ou Mac sur votre roue. Mais il faut qu'il soit suffisamment puissant parce que ce qu'on lui demande de faire, c'est d'encoder, c'est de traiter tout l'habillage, c'est traiter en temps réel votre vidéo pour que ça soit diffusé. Et ensuite, c'est encodé pour être diffusé. Donc attention, il faut de la puissance. Ensuite, il y a des logiciels de streaming. Bon, là, je vais parler d'OBS brièvement, mais vous avez aussi Streamlabs, vMix, que moi j'utilise tout le temps et sur lesquels c'est enregistré ici. Leur fonction, c'est en fait faciliter la connexion vers Internet. Vous tapez plus facilement sur un ordinateur les clés de connexion que sur un outil de streaming qui est pas sur un mélangeur qui n'est pas forcément adapté à ça. Mais les dernières solutions existent évidemment où c'est beaucoup plus efficace. Mais là en l'occurrence, on va utiliser streaming. Pour le streaming, on va utiliser OBS, même si j'utilise Mix. Mais globalement, c'est la terminologie elle est strictement la même. Mais de base, il faut évidemment installer votre logiciel. Une fois qu'il est installé,
on peut s'en passer, on peut oublier. Mais il y a quand même une configuration initiale qui peut se faire ou par un assistant ou une fois que vous avez configuré pour une fois VMix, une fois que ça tourne, ça tourne. Il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf que vous pouvez à chaque fois avoir des presets, c'est un petit peu comme un fichier en fait, dans lequel vous avez toute votre mise en scène déjà préparée. Il n'y a plus que les caméras à rentrer, le son à rentrer et la clé de streaming à mettre en place. C'est ce qu'on appelle dans OBS, on appelle ça des scènes. Dans VMix, pas forcément des scènes, c'est les inputs en fait. Tout est un input qu'on peut empiler à plusieurs reprises avec différents layers. C'est plutôt intéressant parce que du coup on peut insérer facilement. Tiens, je vais vous en insérer un qui est mon logo, mon logo qui renvoie vers mon site internet, que ce soit le QR code ou l'URL wayneburg.fr. Ça renvoie sur mon site internet sur lequel on trouve aussi beaucoup de documentation, pas forcément sur OBS, mais sur le streaming et sur tout ce qui est Web TV. On va continuer. Dans les paramètres de streaming, il y en a plusieurs. Il y a la résolution qui est importante. En général, on fait du 1080 fois 30 images secondes, ou 25, ou 60, ou 50. Enfin, c'est tout à fait paramétrable. Le standard étant plutôt du 25-50 parce qu'on est en Europe, et en Europe c'est plutôt un standard de 50 images secondes, mais ou 50 ou 25 images secondes. Je prends par exemple le cas des gamers, eux ils ont besoin de beaucoup d'images secondes, où ça peut tourner jusqu'à 100, 120 images secondes. Mais ça ne se traduit pas forcément sur la chaîne YouTube, donc c'est à vous de trouver les bons réglages au niveau du nombre d'images. Après, il y a le bitrate. Si vous avez des images un peu statiques, le bitrate ne doit pas être très, très élevé. Il peut être à 3-4 mégabits secondes. Mais ça va influencer également la bande passante. Donc si vous n'avez pas de bande passante, c'est pas la peine. Si vous en avez très peu ou c'est instable, vous pouvez descendre de résolution, passer par exemple à 720 pixels fois je ne sais plus combien. C'est aussi encore de l'HD, ça fonctionne aussi très bien. Et c'est suffisant pour le PC ou pour le téléphone. Ça passe assez crème. Si vous n'avez pas besoin de l'ultra haute définition, c'est suffisant. Et puis, en général, on utilise un codec H264, mais il peut aussi, je crois qu'il y a quelques plateformes qui l'acceptent facilement. C'est le H265, qui est un encodage plus performant sur lequel vous pouvez faire aussi de la 4K. Ensuite, les choix des plateformes. Alors bon, il y a 36 000. Là, j'ai mis spécial un petit peu plus orienté gaming, même si c'est pas du tout même ma tasse de thé à moi. Vous avez Twitch, bien sûr. Vous avez sur YouTube aussi du gaming. Mais bon, YouTube reste quand même très généraliste, dans lequel on trouve un peu de tout. Dans une dizaine de catégories, on va dire. Et puis vous avez Facebook Gaming qui a aussi sa plateforme de gaming spécifique. Alors l'essentiel quand vous créez une chaîne TV et puis une chaîne de streaming, c'est d'avoir une charte visuelle correcte, avoir un logo, avoir des overlays intéressants, des animations peut-être, mais il faut que le tout soit vraiment une cohérence visuelle et qui soit, comment dire, qui va être mémorisé par l'internaute, sur lequel il va reconnaître tout de suite votre patte ou votre chaîne. Et ça c'est vraiment la partie la plus importante.
comment dire ça, moi j'avais fait avec la web TV comme moi je faisais à l'époque, donc en 2016, on avait on avait commencé avec un simple logo et puis on a essayé plusieurs chartes graphiques avant de s'arrêter sur une un peu plus stable. Je crois que c'est à l'époque quand on avait basculé sur VMix, parce que je dirais, c'était attrayant et puis c'était beaucoup plus lisible pour le spectateur. La chaîne qu'on avait, c'était une chaîne de divertissement local. On habite dans le sud de la France, donc c'était très localisé, et typiquement dans une ambiance locale. C'est-à-dire que là, en fait, on invitait les associations, voire des particuliers, à venir sur le plateau et puis ils racontaient leurs histoires ou leurs actualités, ou leurs opinions sur ceci et cela, dans une ambiance locale. Et c'était très bien ainsi. Et une fois qu'on avait cette charte graphique, les gens ils savaient sur quoi regarder, qu'est-ce qu'il fallait faire, et puis comment ça présentait. Donc c'était plutôt dans une ambiance un petit peu faut bien l'avouer. La gestion du son, du stream, alors par contre, là c'est vraiment le truc, je pense, important, surtout si vous avez un plateau avec des invités, avec plusieurs personnes qui parlent un petit peu dans tous les sens, qu'il y a un brouhaha, enfin, là il faut faire des tests son pour que les participants, c'est-à-dire les invités ou les animateurs, puissent bien les entendre. Et là, il faut un technicien son à côté de vous, enfin en régie, qui puisse régler le son en fonction de ce qu'il entend sur le casque. Moi, je fais ici des tests son avec mon casque. Bon, je l'utilise pas parce que j'aime pas, mais le technicien son, lui, il a bien le casque. Alors en plus, pour moi, là, avec le casque, c'est dérangeant, parce que je m'entends et dans le micro, enfin dans l'oreille interne, et puis j'ai également le retour un tout petit peu décalé sur le flux. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand vous travaillez sur un mixage audiovisuel. Il faut bien que ça soit synchronisé. Là, sur le PC, j'ai un décalage d'environ 200 millisecondes entre l'audio et la vidéo. Donc moi je suis obligé derrière, soit de le faire en post-production, ou indiquer ici dans VMix, indiquer un décalage audio dans le sens qu'il faut, pour que entre le moment où je parle et le son que vous entendez correspondent bien à mes mouvements de lèvres. Donc c'est quelque chose d'important. En fait, et ensuite, l'autre élément important pour avoir un technicien son avec soi, c'est il saura vous protéger sur les images, enfin les sons que vous pourriez insérer. Je pense à la musique notamment. On travaille sur des plateformes américaines. Et eux, ils sont, c'est ce qu'on appelle, je crois que c'est le Content ID. Ils savent détecter n'importe quelle musique facilement. Et si vous faites du direct, vous allez être, grosso modo, vous allez être coupé. Votre flux va être coupé, ou le son va être coupé pendant cette musique. Donc si vous avez une musique de fond d'un musicien connu, enfin d'un artiste connu, vous risquez fort d'être coupé, et donc il est préférable de prendre sur les plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, sur Twitch, je ne sais pas trop, d'utiliser des musiques ou des sons libres de droit pour éviter justement tout problème qui peut arriver. Moi, ce qui m'est arrivé une fois, on avait fait on avait mis des commentateurs de matchs de foot dans le studio, et ils commentaient un match en temps réel, et à un certain moment on s'est fait couper fatalement par les ayants droit, parce que ils savaient détecter que
qu'on avait utilisé le son de leur production, dont la Marseillaise, et c'est sur la Marseillaise que ça coupait. Donc faites attention à ça, quand vous le faites en direct, évitez. Les interactions avec le public, alors là aussi c'est quelque chose d'important à mes yeux, parce que en fait le direct il a l'avantage d'être vraiment sans filtre, sans trop de langue de bois, et puis avec les interactions que vous pouvez avoir avec les spectateurs, vous suscitez l'engagement quelque part, vous échangez avec eux, et puis vous les fidélisez. C'est ce que j'avais fait sur la web radio, enfin la web TV. On avait des fidèles qui participaient à l'émission, non pas parce qu'ils étaient dans le studio, mais parce qu'ils regardaient tous les jeudis en l'occurrence sur le Facebook Live, et puis ils commentaient en direct, voire ils échangeaient. Donc il y a des relations qui s'établissent comme ça. Autre élément intéressant, vous pouvez poser des questions évidemment aux internautes, vous pouvez faire des sondages, des jeux, pourquoi pas. Mais il faut savoir, surtout sur des jeux qui sont chronométrés, c'est-à-dire que vous donnez un temps limite et que vous avez beaucoup de monde, il vaut mieux prévoir un décalage de 10-20 secondes. Parce qu'entre le moment où ça sort de votre ordinateur en streaming et que ça arrive réellement sur la plateforme et que c'est visionné chez les spectateurs, il se passe 20, 30 secondes, voire plus en fonction du débit, de la qualité du débit. N'hésitez pas à remercier les gens qui vous regardent. C'est un b.a.-ba, ça amène de la sympathie, ça amène des échanges qui sont encore différents, et ça valorise aussi le spectateur. Et enfin, assurez-vous d'avoir une équipe de modération derrière, parce qu'on ne sait jamais ce qui est produit, ce qui peut pas forcément être en relation avec le produit que vous vendez ou le service que vous essayez de vendre. Et avec des commentaires qui peuvent être parfois désagréables. Donc, ayez une équipe de modération, ça ne fait pas de mal. Ils peuvent aussi inciter les spectateurs à commenter. Enfin, dans un studio, il y a vraiment du monde, attention. Hein. Allez, on va continuer. De toute façon, je ferai un webinaire là-dessus sur les métiers de l'audiovisuel, ou de ce qu'on peut trouver en studio. Je pense que c'est aussi intéressant parce qu'on ne se rend pas vraiment compte au début. Ensuite, je vais vous mettre la base. Quand vous faites une web TV, je crois que dans les précédents webinaires, qui n'ont peut-être pas forcément été diffusés, quand même, j'aurais dit ici, définissez bien un sujet de votre web TV ou de vos émissions. Ça permet de structurer ça permet de structurer l'ensemble du contenu que vous allez proposer. Donc établissez un calendrier, ça c'est je pense que c'est important parce que ça vous aidera à planifier à l'avance, et puis dans un vous savez, quand vous regardez la télévision, entre juillet et août, vous avez souvent sur les programmes de la TNT ou ailleurs, vous avez des pauses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production neuve qui est faite pendant cette période-là. Il est donc important de prévoir des coupures, on va dire, un peu classiques. Et puis, la planification, ça permet aussi de prévoir des invités, de prévoir un petit peu de choses un petit peu exceptionnelles ou spécifiques pour une émission. Et ça vous donne d'avoir un calendrier. Ça permet de faire un rétro-planning, ce qui est très efficace quand même. Et on continue. Technique pour maintenir l'attention. Alors là, il faut être énergique. C'est pas la peine de faire 10 enregistrements ou 10 diffusions par jour.
vous allez être crevé fatalement. J'en ai fait l'expérience aussi bien en tant qu'animateur qu'avec mon collègue animateur dans cette web TV. Quand il était fatigué, ça se voyait à l'écran, et puis franchement, il était pas bon quand il était fatigué ou quand il était pas bien préparé. Alterner du contenu, c'est-à-dire être très technique, c'est bien, mais il faut aussi, on va dire, changer un petit peu de ton, raconter des anecdotes, comme je peux le faire avec mon ancienne web TV, ou d'autres anecdotes que j'ai pu avoir dans le studio TV dans lesquels j'ai pu travailler. Et puis, n'hésitez pas à vous lancer aussi des défis vis-à-vis du public ou avec le public. C'est quelque chose qui est toujours très stimulant. Bon, il faut pouvoir les tenir, évidemment. Si vous pouvez tenir les défis, ça serait difficile. Donc, soyez raisonnable dans votre approche quand vous faites du streaming en direct. L'enregistrer, c'est plus facile, entre guillemets, alors que les directs, c'est quand même assez... on va être familier, ça va être casse-pipe. Donc, ne donnez pas des objectifs trop élevés. Gestion des problèmes techniques. Alors ça, par contre, c'est vachement important. On en apprend tous les jours, en fait, dans le direct. Il y a la source internet qui peut planter, votre ordinateur qui peut planter, le logiciel qui peut planter, l'animateur qui peut planter. Enfin, il y a 36 aléas qui peuvent arriver. Et il faut les résoudre rapidement, si possible dans la fraction de seconde. Ou au moins suffisamment rapidement, et assumer ces pépins. Ils font partie du direct, le public le sait. C'est pas toujours très, très joyeux, évidemment, hein, mais il faut avoir un plan B. Il faut éliminer de préférence tous les pépins qu'il peuvent y avoir. Bon, l'ordinateur, il vaut ce qu'il vaut. Il se plante une fois, deux fois, trois fois. À ce moment, il serait peut-être temps de le changer. Enfin, ça, c'est une anecdote. Et puis, il faut... comment dire, il faut noter les problèmes que vous avez eus. Donc, c'est la partie du débrief, hein, ça c'est classique. Et quand vous faites le débrief, là, effectivement, vous pouvez noter qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a été résolu pour que vous puissiez la prochaine fois le prévenir, d'avoir un plan de secours, un plan B, C ou X. Et puis, ça vous aidera à améliorer au fur et à mesure votre chaîne. D'autant plus que si vous regardez d'autres chaînes de petites équipes ou comment dire, relativement récentes, vous verrez en fouillant, en regardant en arrière, en regardant dans leur historique, les vieilles vidéos, vous verrez, il y a entre ce qu'elles produisaient à l'époque et ce qu'elles produisent maintenant, il y a souvent eu des améliorations qui sont pas négligeables. Donc gardez ça en tête. Les problèmes techniques, il peut y en avoir beaucoup. Il faut savoir les résoudre, évidemment, rapidement. Et puis faire ce qu'il faut pour qu'ils aient plié le camp. Ensuite, le stream, il faut le monétiser, évidemment. Donc, inciter les utilisateurs à faire des dons. Imaginez des abonnements, quels qu'ils soient. Et puis, imaginez aussi le sponsoring. Hein. Si vous avez un petit peu de visibilité et que vous avez de la qualité et ceci et cela, enfin, vous pouvez toujours vendre du sponsoring. Ça se vend, ça se fait. Il n'y a aucun mal à ça. Et je crois que, oui, on arrive presque à la fin. Alors, il y a un autre domaine, évidemment, c'est analyser les performances. Analyser les performances, ça veut dire, il faut comprendre un petit peu ce qui a fait votre émission, votre direct.
combien de temps ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils ont regardé, qui était-ce, si c'est possible. Les feedbacks du public, c'est le public qui va générer la mise en valeur pour vous, et puis qui va aussi valoriser votre chaîne au fur et à mesure des améliorations. Et puis n'hésitez pas à comparer avec d'autres chaînes web TV, ce qu'il en est, si eux ont aussi un certain déclin, ou si comment eux ont résolu leurs problèmes, leurs différentes problématiques. Alors, j'avais oublié un truc, mais au niveau des métriques, il faut regarder le nombre de vues, bien sûr, la durée de visionnage et le taux d'engagement. Est-ce qu'il y a eu des likes, est-ce qu'il y a eu des commentaires, tout ça joue dans l'analyse des performances, qui est un moment coup de mou, on va dire assez normal. On n'y peut rien. Mais il faut savoir se reprendre et se relancer, et ça c'est franchement important. Voilà, donc on arrive là un petit peu à la fin. Donc moi je fais du conseil pour studio et web TV. Je les accompagne évidemment dans les technologies qui sont quand même assez complexes. Je fais de la formation aussi. Là vous avez un aperçu à travers différentes vidéos et différents webinaires. Ça, vous pouvez l'obtenir de façon très personnalisée, en direct ou même en présentiel, pourquoi pas, au sein de votre entreprise. Et puis je fais aussi la création de contenu, c'est-à-dire qu'en fait, si je fais du conseil et je vous accompagne, c'est aussi parce que j'ai fait, et je fais toujours de la création de contenu en vidéo, que ce soit en direct pour des entreprises ou pour moi-même, comme je le fais là maintenant, parce que j'aime bien ça. Et puis les technologies dans l'audiovisuel, elles sont franchement passionnantes. Donc franchement, c'est pas du tout à négliger et à garder sous le coude, quoi. Je vous remets ici le site internet, donc c'est wayneborg.fr. Donc là, vous pouvez trouver plein d'articles écrits soit par moi-même, au moins vérifiés par moi-même. Et puis également les formations. Et puis, moi j'ai un partenariat aussi avec le groupe de presse MediaQuest, pour lequel je bosse. Je fais des articles également très techniques, très pointus, autour de l'audiovisuel et de la web TV, le streaming et tout ce qui va autour. Voilà, donc je vous enlève le papillon. Vous avez le tout. Vous me reconnaissez, je pense. Et puis, je vous dis à très bientôt.